Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone de fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir, on va parler bouquins et plus particulièrement du tome 2 des Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. On vous avait déjà parlé du tome 1 il y a quelques mois et donc aujourd'hui, on a lu le tome 2 avec Shredi. Hello. Et avec Willa. Bonsoir. Et moi, c'est Nympha. Et avant ça, on va vous parler des prochains livres qu'on va lire au mois d'août. Hop, du coup, oui. C'est quoi le tout prochain? Ce sera le tout prochain, donc c'est le tome 2 de la saga de fantasy de Morgan of Glencoe, La Dernière Geste. On avait déjà là aussi présenté le tome 1, il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand. Et donc là, on s'intéressera au tome 2, L'héritage du rail, et on poursuivra donc les aventures de Yuri, jeune femme venue du Japon, donc fille de l'ambassadeur du Japon, dans une société qui se retrouve dans le royaume de France, donc une société assez éloignée de la nôtre avec une grosse influence celtique. Alors j'en dis pas trop pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1, mais voilà, il y a plein de personnages à retrouver et plein d'enjeux sur lesquels nous avait laissé le tome 1. Donc si vous avez lu le tome 1 ou que vous avez lu le tome 2, ou que vous êtes juste curieux et que vous aimez vous spoiler, vous pouvez nous rejoindre le 3 août pour la suite de La Dernière Geste. Yay. Et si vous n'avez pas lu, que vous voulez pas vous spoiler, mais que par contre vous avez lu le tome 1 et que vous avez envie de lire le tome 2 de Vampiria, alors a priori le 17 août, la date est encore à confirmer, suivez nos réseaux sociaux pour plus de précision. Mais normalement, en tout cas mi-août, on parle du tome 2 de Vampiria qui s'appelle La Cour des Miracles. Donc Vampiria, c'est une saga où on suit la jeune Jeanne qui se retrouve à la cour de France, sauf que c'est pas tout à fait le Versailles qu'on connaît. C'est un Versailles qui est habité par les vampires. En fait, le roi Soleil a trouvé un moyen de devenir un vampire et de prolonger sa vie. Donc on est de nos jours, mais le roi Soleil est toujours en vie, il est vampire, toute sa cour est vampire, et Jeanne, elle aime pas trop les vampires, et elle est à la cour du roi, et on sait pas trop ce qui va se passer, mais ça promettait aux dernières nouvelles pas mal de feux d'artifice. Et donc, pour lire avec nous, ce sera mi-août. Et sinon, vous nous recommandez quoi ce mois-ci comme lecture? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je redis, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je recommande Alfie de Christopher Bouix, je sais pas comment ça se dit, Bouix, on va dire. Il a déjà écrit un livre que j'ai pas lu, mais j'ai lu la série adaptée par Netflix. Le livre, c'est Les 7 vies de Léo. Ah oui, j'en ai entendu parler de la série. De Léo Bellamy, et sur Netflix, c'était Les 7 vies de Léa. Ils ont changé Léo en Léa. C'était de la science-fiction et c'était très sympa. Et donc là, Alfie, c'est de la science-fiction, mais aussi un peu un roman policier. Mais l'intrigue policière, elle arrive assez tard dans le livre, donc je vais pas vraiment en parler. Mais le côté science-fiction, c'est parce que donc Alfie, c'est une intelligence artificielle, et on le suit en fait qui débarque dans une famille. Et donc c'est un super assistant qui sert à faire les courses pour la famille, à suivre les constantes vitales de la famille pour les conseiller, pour faire plein de trucs. Donc c'est quand même vachement intrusif. Et bon, il va se passer plein de trucs. En fait, on suit l'adaptation au début du roman. En tout cas, on suit l'adaptation de l'IA à la famille. Et c'est super chouette. C'est très drôle, c'est inventif. J'ai beaucoup aimé. Et puis après, ouais, il y a une intrigue policière qui arrive. Et bon, j'aime bien ce genre de truc. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Je vous le recommande. Et toi, Willa, tu nous recommandes quoi? Ah, attends, Willa, on a perdu ton son. Ou alors c'est juste moi? Non, je l'entends pas non plus. Non, toujours pas.
je vais parler de Marocco en attendant que Willa réussisse à retrouver son son. Donc moi, je vous recommande Petit de Hubert et Gatineau, qui est une BD. Le premier tome de la saga des Ogres Dieux, qui malheureusement une saga qui n'est que en 4 tomes et qui n'aura pas de suite, parce que Hubert est décédé. Mais en tout cas, le premier tome, limite, il se suffit à lui-même. On va suivre donc Petit, qui est le fils d'un couple d'ogres, qui est donc, comme son nom l'indique, petit par rapport à eux. Mais sa mère va placer beaucoup d'espoir en lui. Elle va le cacher de son papa et de la cour de son papa, parce que ils aiment pas trop les gens petits, et mais elle espère qu'il va reprendre la lignée en main. Et c'est très gothique, c'est très sombre, c'est assez violent par moments, mais vraiment c'est super bien fichu. Ça pose plein de questions sur la prédestination, sur le destin, sur les questions de lignée. Et on va suivre aussi d'ailleurs les ancêtres de la lignée des ogres aussi, comment on en est arrivé jusque-là. Et c'est très 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 chouette. Alors, oui, est-ce qu'on t'a retrouvé entre-temps? Suspense? Est-ce que c'est mieux? Oui. Là, Oui. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un problème de connexion internet peut-être. J'espère que ça va aller pour la suite. Suspense. Vous m'entendez toujours? Oui. Alors moi, c'est encore dans un registre différent, puisque c'est un roman de Guillaume Lebrun. C'est un premier roman d'ailleurs, qui s'appelle Les Fantaisies guerrières. Et c'est, pour résumer grossièrement, parce qu'il y a quand même plein de choses dans ce roman, une réécriture en fait de l'histoire de Jeanne d'Arc, où il ne s'agit pas d'une jeune fille qui a eu une révélation religieuse, mais d'une démarche de recrutement de Yolande d'Aragon, donc la belle-mère du futur roi Charles VII, si je ne dis pas de bêtises, qui décide, suite à une révélation mystique, mais très différente de celle de l'histoire originale de Jeanne d'Arc, mais je ne veux pas en dire trop, de recruter 15 jeunes filles pour former une espèce d'école de candidates à devenir l'élu qui sauvera le royaume de France. Voilà, donc elle a 15 Jeannes potentielles, et les entraîner pendant quelques temps à l'écart de la cour. Et alors c'est original, pas tant sur le côté réécriture, quoi qu'il y a des choses quand même complètement barrées. Alors moi j'ai pas lu Lovecraft, mais je pense qu'il doit y avoir des petites références à ça, notamment dans ce roman. C'est truffé de références, et notamment de références assez contemporaines aussi, et de choses anachroniques, mais c'est assez drôle. Mais c'est surtout la langue et le style qui sont vraiment étonnants. Enfin, franchement, pour moi, c'est un ovni, ce livre, c'est vraiment singulier, puisqu'on mélange en fait langue médiévale avec des anglicismes. C'est difficile à décrire, c'est assez barré. Vous verrez si vous testez. Et en plus, c'est assez mordant dans le style, parce que le personnage de Yolande d'Aragon, c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et qui n'hésite pas à égratigner un peu tout son entourage au passage, ce qui nous fait penser à quelqu'un. Ça me rappelle à quelqu'un. Qui va amener notre transition, du coup. Je pense. Eh ben, transition, on y va alors. Et ben c'est parti. C'est parti. Alors, ce soir, on parle des sœurs Carmine. Tu nous racontes, je redis. Ouais. Donc c'est le tome 2 d'une trilogie d'Ariel Holz qui parle de 3 sœurs, qui s'appellent les sœurs Carmine. Chaque tome, je pense que c'est pas une info confidentielle, chaque tome est sur une des sœurs. Donc dans le premier tome, on a suivi Mériver, qui était ce qu'on appelle une monte en l'air, qui est une cambrioleuse. Donc sachant que la trilogie se passe dans la ville de Grisaille, une ville assez macabre, aux allures gothiques qui fait penser clairement à Tim Burton. Et donc dans ce tome 2, on suit Tristabel Carmine, une jeune fille, une jeune femme charmante, très gentille, qui a pour mission de briller dans la société. Et pour faire simple, on va dire que l'intrigue, c'est elle apprend que la reine organise un bal. Le problème, c'est qu'elle n'est pas invitée et qu'elle n'a pas de robe ni de chaussures.
Donc en gros, sa mission, son but dans la vie, ça va être de se faire inviter à la soirée, qui est très sélecte, se trouver des habits et des chaussures. Et entre-temps, il va peut-être se passer quelques bricoles. C'est très bien résumé. Qui vont l'envoyer sur des petits détours. Voilà. Je pense quand même qu'on peut dire aussi que Tristavel est un personnage très haut en couleur qui a une confiance en elle remarquable, qui donc est persuadée qu'elle est meilleure que tout le monde et qui a un style assez piquant envers les autres. En gros, c'est une véritable peste. Ouais, parfaitement odieuse. Elle est insupportable. On peut le dire comme ça, oui. Odieuse. Elle est odieuse. Voilà. Alors, du coup, est-ce que vous avez aimé ce tome 2? Oui. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai aimé. Alors, moi, j'ai mis un smiley plus petit que le vôtre. Parce que vous avez des cœurs. Moi, j'ai mis que un sourire. Parce que j'attendais énormément de Tristabel, parce que je l'avais trop aimé dans le tome 1. Et du coup, peut-être j'étais trop hypée, j'attendais tellement de Tristabel que du coup, ça pouvait pas arriver à ce point-là de mes attentes. Mais j'ai quand même vraiment passé un super moment de lecture. Moi, j'avoue que... Vas-y, oui, là, si tu veux. Non, moi c'était juste un détail, je disais juste qu'en plus ça se lit super bien. Oui, ça c'est sûr. Non, moi c'est une relecture, là, je l'ai eu pour la deuxième fois et j'adore toujours autant. Ça m'a toujours autant fait rire. Le personnage de Tristavel me fait énormément rire. Il est détestable, mais honnêtement, je l'adore, elle me fait beaucoup rire. Toutes ses aventures m'ont bien fait rire. À la limite, c'est les passages avec Mériver qui m'ont moins plu, qui me plaisent un peu moins, parce que en comparaison, son personnage est tellement... on pense pareil, en fait, on a les mêmes idées que Tristabel par rapport à sa sœur, qu'il aime beaucoup, hein, mais qu'il la trouve profondément ennuyeuse et très chiante, quoi. Moi, je l'aime bien, mais c'est sûr la pauvre, elle est un peu fade en comparaison à Tristabel. Elle est un peu godiche quand même. Heureusement. Ouais. C'est un peu l'héroïne classique de fantasy, tu sais. Ouais, mais en plus elle rate tout, quoi. Enfin, elle est quand même godiche. Vous l'aviez dit dans le Twitch 1, et en fait, moi, quand j'avais lu le premier tome, je sais pas comment j'avais fait, peut-être parce que je suis un peu godiche moi-même, mais je me suis pas rendu compte à quel point elle se ratait tout, quoi. Et en fait, oui, elle a vraiment pas de chance, quoi. Non, mais il y a un truc qui m'a manqué par rapport au tome 1, c'est que par contre, on voit très peu Dolorine. Et c'était quand même un des gros plus du premier tome aussi, c'était tous les extraits du journal de Dolorine. Ouais. Et du coup, moi, il m'a manqué un tout petit poil de Dolorine, même si j'adore Tristavel. On la voit un tout petit peu, Dolorine, et c'est mignon, notamment avec un certain détective. Elle échoue, il y a un début de relation entre les deux qui est mignon. C'est vrai qu'il n'y avait pas les extraits du journal, ça je m'en rappelais pas parce que moi aussi c'était une relecture du coup de ce tome 2. Et je me rappelais pas que. C'est ça, dans le tome 1, il y a des extraits du journal de Dolorine. Oui, avec Monsieur Nix. Pas le cas. Ouais. Non. Alors est-ce que ça faisait trop en calant en plus la suite un petit peu des histoires de Mary et que du coup c'est pour ça qu'on n'a pas eu les extraits du journal de Dolorine, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que c'est aussi ce qui faisait le charme du tome 1. Ah bah oui. Après peut-être que Mériver avait peut-être plus besoin de Dolorine que Tristabel n'a besoin de Dolorine pour que son tome brille. Mais ouais, c'est vrai que ça manque un peu quand même. Alors John dit, il y a quand même un extrait, non? Alors oui, il y a un extrait, mais à la toute fin. C'est une annonce une annonce de la suite en fait. Oui. Ouais. Et sinon John, il est plutôt de team moi. Pour une fois, genre d'habitude on n'est jamais d'accord. Hein. Évidemment, c'est le Twitch qu'il ne fait pas sur lequel on n'est pas sur lequel on est d'accord. Et du coup, il a bien aimé, mais il en attendait plus aussi. Et comme au premier tome, il trouve que Mary, elle est un peu nulle et que c'est frustrant. Moi, ça me fait un peu marrer quand même que Mary elle soit aussi godiche. Mais oui, c'est un peu le running gag. Hein. Moi, ça me fait plutôt rire. Ouais. C'est sa marque de fabrique, je pense, en fait. Ouais.
Surtout qu'on apprend des trucs en plus dans le tome 2, un léger truc qui explique pourquoi elle est censée être trop forte et en même temps qu'elle est trop nulle. Donc, Ouais. Bah ça c'est un truc intéressant. Bon, on va pas dire on va pas dire pour quoi, mais l'histoire continue sur un peu les. Ouais, bon, bref. On apprend toujours des trucs sur la famille et sur les personnages et c'est intéressant. C'est pas une suite de petites aventures. Et ça, j'ai bien aimé. Alors, du coup, j'ai regardé l'émission précédente, juste avant préparation, pour savoir ce qu'on avait dit sur nos attentes, du coup, avec John et Yoda. Et dans nos attentes, on était peut-être un peu plus parti sur sur de la continuité de l'intrigue, au niveau plus politique, au niveau plus et au niveau plus de Monsieur Nix et compagnie. Ah oui, là pas du tout. Et alors pas du tout. Donc manifestement, on s'est quand même grave planté sur ce qu'on attendait dans le tome 2. Mais il y a un moment où on avait dit non, mais de toute façon, si c'est le tome sur Tristabel, en vrai, bon, faut pas trop s'attendre à ce que ça tourne autour de quoi que ce soit d'autre que Tristabel. Ah oui. Oui, ce qui est le cas. Donc on avait quand même au moins ça de juste. Après, il y a quand même une maîtrise de la narration, par quelques subterfuges. On a des à côté. Et ça, je trouve, c'est bien géré, c'est une bonne idée. Ouais. C'est original et. Ça rend peut-être le tome plus respirable aussi. Oui, aussi, ça fait quelques petites. Il faut quand même supporter Tristabel malgré tout. Et même si c'est à 99% du contenu Tristabel, ça permettait aussi d'avoir d'autres éléments. De pas rester trop frustré non plus, ceux qui avaient quand même envie de savoir ce qui arrivait éventuellement à Mary, même si elle est complètement tarte, ou voilà, d'avoir un petit peu les à côté de l'intrigue. Ouais. Par contre, c'est sûr que les intrigues autour de. Est-ce qu'on peut spoiler le tome 1 ou pas? Ouais, je pense quand même. Si vous n'avez pas vu, oui. Peut-être même pas trop en dire, mais enfin, il n'y a pas vraiment de toutes les intrigues politiques autour de la reine, son descendant, tout ça, c'est quand même très léger, quoi. À la fin du tome 1, il y a un gros cliffhanger. Finalement, il est très vite évacué. Et même si on apprend après ce qui s'est passé, c'est pas vraiment un sujet. Alors qu'à la fin du tome 1, on peut se dire, ok, donc ça va continuer. Enfin, on a un cliffhanger, ça va continuer dans cette voie-là, quoi. Et en fait, pas vraiment. Ouais. Et pareil, on avait aussi un cliffhanger autour de la mère Carmine, qui, pareil, là aussi. Alors c'est pareil, c'est quand même, t'as des petites paillettes dans la narration de trucs où tu sais qu'il y a de quoi creuser, ça avait l'air super drôle, mais on te le raconte pas, quoi. C'est un peu frustrant. Hein. C'est frustrant, mais en même temps, c'est super bien écrit. Sur la disparition de la mère Carmine, je pense qu'il y aurait des choses, des choses à faire, un préquel ou je sais pas, mais il y aurait des choses. J'ai sur ce personnage-là. Hein. Tellement. Mais c'est bien fait parce que du coup, ça peut être tout à fait dans l'esprit du roman de vouloir volontairement frustrer le lecteur. Et en même temps, ça laisse une porte de sortie, enfin une porte si jamais il avait envie de se replonger dans Grisaille, Ariel Halls et de développer d'autres choses, quoi. Parce qu'il y a quand même matière, moi, je trouve. Mais... Ouais, non, mais et puis sa plume, elle est quand même brillantissime, quoi. C'est génial. Je trouve que c'est sa meilleure, série. Ouais, il a fait d'autres séries quand même. Moi, c'est de tous les livres que j'ai lus de lui, c'est mes préférés en tout cas. Pour l'instant, moi aussi, de ceux que j'ai lus lui, c'est aussi mes préférés. Parce qu'il a toujours cette capacité à inventer des univers, cette inventivité qui est chouette, je trouve vraiment. Mais en termes d'écriture, pour moi, il n'y a pas d'autre. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de titre qui égale les Sœurs Carmine. Après, c'est le côté grisaille aussi qui permet, je pense, qu'il s'amuse beaucoup au niveau du style et notamment de déployer tout ce côté mordant de l'écriture, etc. Mais ouais, non, c'est dur de détrôner les Sœurs Carmine, quand même. C'est ça, cette petite touche d'humour noir est tellement bien placée que du coup, effectivement.
Alors avec Tristabel, je pense j'imagine qu'il a dû beaucoup s'amuser quand même en écrivant ce tome, quoi. Mais Il y a quand même tellement. des punchlines à toutes les pages. C'est un truc de fou. Ouais. Je m'en suis noté. Je pense que c'est la meilleure citation que j'ai. C'est la meilleure citation que j'ai lue depuis jamais, quoi. C'est tellement bien. Attendez, les maris, c'est comme les chatons. Ils paraissent mignons au début, mais ils grossissent, réclament de plus en plus d'attention et risquent même de nous faire des petits. Vous finissez par ne plus avoir qu'une seule idée en tête, noyer tout le monde. C'est que des trucs comme ça, c'est génial, c'est génial. Genre, c'est la meilleure situation du monde, quoi. J'adore. Il y a un truc avec les chiots, il y a un truc avec les chiots sans pattes aussi à un moment donné. Oui. Mais oui. Attraper sa queue comme un chiot sans pattes ou un truc comme ça, c'est mignon et en même temps on a envie d'abréger. C'est pas quand c'est pas pendant une scène de danse, pendant un bal. Ah, c'est possible, mais je crois qu'il y a un truc Elle doit se moquer. Elle se moque de quelqu'un qui sait pas danser, ouais. Ouais, ou c'est comme, mais c'est un truc après, genre comme les chiots, je crois qu'elle dit un truc du genre, oui, t'as envie à la fois, tu trouves ça mignon et t'as envie d'abréger ses souffrances, enfin un truc parfaitement obligé. Non mais elle est atroce, c'est vraiment une peste absolue, elle est géniale, quoi, c'est tellement drôle. Elle a aucune limite. Honte, mais tu ris beaucoup, quoi. Ouais. Ah ouais, non mais elle a un côté terriblement libérateur en fait. Genre, oui, elle dit tout ce que t'aimerais être capable de dire avec tout le mordant que t'aimerais avoir dans ta vie. Enfin, pas autant quand même. Enfin, disons que si t'avais avec un peu plus de filtre, oui. Mais il y a quand même des choses où tu te dis, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais être capable d'avoir un peu sa répartie et de me lâcher comme ça. Et elle a un côté très libérateur. Ouais. La confiance en soi que t'aimerais avoir aussi. Tu sais. Ah ouais, mais tellement. Moi, je suis persuadée qu'elle réussit des choses juste parce qu'elle fait ça avec une espèce de nonchalance, limite, certains trucs qui étaient là, bon, ok. C'est génial d'avoir un personnage féminin qui est absolument odieux, mais avec cette confiance en soi, c'est quand même super, parce que d'habitude, c'est quand même plutôt des personnages masculins qui ont de la confiance en eux à donf. Souvent, l'héroïne, c'est une fille qui a pas trop confiance en elle, mais elle apprend à se faire confiance petit à petit et elle apprend à grandir. Qu'elle soit humble quand même, sinon c'est mal vu. Mais sinon c'est mal vu, exactement. autant l'homme, son ambition et sa confiance en lui, et même par notre société de manière générale, il suffit de voir les politiques et compagnie, l'homme il a droit, autant en général la femme c'est pas trop bien. Alors Tristabel, elle a quand même un petit côté jouissif là, un petit côté anticonformiste qui est super agréable, quoi. Non, moi je suis fan de Tristabel, hein. J'adore Tristabel. Ouais. Je voudrais pas la connaître, hein, soyons clairs. Vaut mieux pas, je crois. La côtoyer, mais... Elle est insupportable, elle est odieuse. Mais comme héroïne, elle est trop bien, quoi. Mais je me suis quand même un peu attaché et par moments elle m'a ému par moments. Elle a réussi à bien gérer ça aussi, en fait. C'est pas non plus un monstre. Enfin, un peu, mais pas trop non plus. Parfois, on voit un petit peu... Oui, c'est ça. Il y a 10% qui est un peu fragile. Ouais, ça, c'est pas mal. Parce que du coup, il y a un bon équilibre. Parce que si c'était trop revenu sur son côté, justement... cherche un autre mot que connasse. Si le côté sensibilité avait trop renié le côté... Nana assez odieuse, pleine de confiance en elle, etc. Ça aurait été dommage aussi, je trouve. Oui, ça aurait perdu de pas assumer non plus. Ouais, et c'est bien, du coup, c'est bien dosé. Ouais, je trouve. Après, moi, il y a juste un point, c'est du coup, il s'est senti obligé d'expliquer par un artifice, que j'étais pas forcément super convaincue par le pourquoi de Tristabel est odieuse. Je trouvais ça un poil trop simple et facile. Il n'y a pas d'explication en fait. Voilà, exactement. J'aurais préféré qu'elle ait grandi comme ça, quoi. Et là, du coup, on pourra peut-être en reparler plus quand on parlera de la partie spoilante, mais c'est un des détails qui, moi, ça m'a un peu déçue parce que je trouvais ça trop facile sur la. Je comprends. Ça me l'avait pas fait à ma première lecture, moi. Je me rappelais pas d'ailleurs de ce détail.
Enfin, de cet élément, c'est plus qu'un détail. Mais effectivement, je me suis dit un peu la même chose. C'est dommage de lui trouver une raison, en fait. Bah alors tu vois, Jonjon, lui, il dit qu'il a trouvé ça très intéressant, même si pas assez creusé, et que du coup, il est plus d'accord avec moi. Après, on sait pas. Je trouve qu'on sait pas en quelle mesure c'est vraiment dû à ça. Ouais, mais du coup, ça lui fait quand même un petit... ça fait quand même une petite explication, quoi. Ça vient pas de nulle part. Oui, non, mais c'est sûr. Et du coup, John, sinon, il disait... Pardon, vas-y. Non, mais je lisais juste le chat où John lui disait que lui, il trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui sont à peine creusés, c'est un peu superficiel, et il trouve ça dommage. Et pour lui, ça a fait pareil aussi dans le tome 3 qui vient de finir. Voilà. Pour une fois qu'on a quelqu'un dans le chat qui parle. C'est clair. Oui. Et oui, c'est un peu frustrant aussi. Par contre, moi, même si ça me plaît pas forcément que ce soit une explication à la nature de Tristabel, je trouvais ça hyper intéressant par contre. Et c'est encore un des fils qui pourrait être déroulé finalement parmi tous les fils de l'univers de Grisaille. Il y a quand même de la matière. Après, je pense à ce que c'est le fait que ce soit pour la jeunesse, ils sont quand même pas très gros non plus, de pas vouloir faire quelque chose de trop. Ouais. Trop dense. Mais clairement, il y aurait de la matière pour raconter plus de choses. Oui, non, et puis j'ai trouvé que, en plus, ça faisait écho à d'autres éléments qu'on avait vus dans le tome 1, qu'on comprenait pas forcément. Je suis d'accord. Ça cool. Ça fait une continuité. Mais je crois que Jonjon n'est pas d'accord. Il ne veut pas revenir sur ce qu'il avait dit sur le tome 1, alors que moi, je trouve qu'il avait eu tort. Sinon, un truc que j'ai beaucoup aimé dans... Tu veux dire quoi, Willa? Moi, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé les... Bon, Willa commence et après je redis. Hop. Non, vas-y, moi c'était anecdotique, c'est qu'en fait je dis faut que je ferme le livre parce que je fais que chercher la citation du chiot sans jambes. Mais moi aussi j'ai essayé de la chercher mais je la retrouve pas. Du coup, pardon de t'avoir coupé, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Je disais que j'ai adoré les scènes en société, les scènes de thé, de bal, c'est génial. Ouais, tout l'entourage de Tristabel est comme elle, mais en un peu plus nul parce qu'elles se font... il leur arrive plein de trucs j'allais dire à ses copines, mais c'est pas du tout ses copines. Et la plupart les détestent toutes. Mais à chaque fois, j'adore ces scènes-là. C'est sûrement mes préférées moi aussi, je pense. du tome. Moi aussi. C'est un peu Jane Austen fit Tim Burton quand même. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, ça s'ouvre avec une... J'avais pas fait gaffe, il y a une citation d'Emma d'ailleurs en ouverture du... Oui, sur ce qu'on attend d'une... Je trouve ça génial comme référence, parce qu'en plus c'est vrai qu'elle passe son temps, c'est beaucoup sur sa vie mondaine quand même. Bah oui. Et puis monter dans la société. Et puis perso, j'ai adoré toutes les histoires de robes. En tant que en tant que bonne fana fashion, j'adorais tous les petits détails vestimentaires de Tristabel, quoi. Enfin, une héroïne qui sait s'habiller, voilà. Hein, bravo. Se maquiller. Et se chausser. Ouais, elle est trop bien. Quelle femme incroyable. Et il y a un moment où on lui demande est-ce que vous croyez à une entité supérieure, et où elle répond oui, moi. C'est tellement c'est tellement parfait. L'autre elle est déstabilisée. Ah, c'est peu commun. Jonjon nous dit passage le plus triste à ce propos sans spoiler, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je sais pas, j'ai pas. Il y a des trucs, je suis sûr, c'est vraiment arrivé, genre le coup de il faut que je sois la première chez machin pour le thé parce que elle est pauvre, donc le sucre il en restera qu'au début, donc faut qu'on se dépêche pour pouvoir avoir du sucre. Enfin, il y a plein de trucs, de petites anecdotes. Ça m'a vraiment énormément fait rire. Et puis vraiment, elle a aucune gêne, quoi. C'est génial. Ah non. C'est tellement drôle. Aucun doute. Elle s'en fout. Enfin, elle est tellement persuadée que les gens l'adorent ou la trouvent formidable. Enfin, en fait, elle s'en fout que les gens la trouvent formidable ou pas. Elle s'en fout de leur avis, quoi. C'est tellement libérateur. J'adore. Vraiment, je trouve ça. Il faut plus de peste dans les histoires. Moi, j'adore les pestes. Mais des pestes bien écrites, comme mais ça. Des pestes bien écrites. Des pestes que tu voudrais pas du tout croiser dans la vraie vie, mais
mais qui, du coup, te font déculpabiliser un peu tes moments peste à toi-même, tu vois. Tu pourrais toujours être pire, tu pourrais être Tristabel. Ah, tu te dis qu'à côté, t'es gentil. Hein. Ah bah carrément, ça va. Ah, t'as de la marge. Est-ce que Mais sans... après, ça vaudrait presque le coup de... Non, vas-y. Ça vaudrait presque le coup de faire une sélection, tu sais, des romans avec des personnages principaux odieux. Mais tu vois, Il y en a- sa place dedans. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, dans les romans. Là, je pensais à C'est Éducation plus ou moins- meurtrière, c'était un peu ça aussi. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas le même genre. Assumé. Non, le Non. personnage m'a moins plu. C'est ça marche En fait, pas forcément aussi ouais. bien. Parce que c'est pareil, si le dosage est pas réussi, c'est pareil, elle leur trouvait trop d'excuses, parce que dans l'éducation meurtrière, c'est un peu, mais oui, mais c'est parce qu'elle a... Enfin, il y a une peur du rejet, des trucs comme ça, quoi, finalement. Et du coup, ça marche moins bien, je trouve. Et c'est pas toujours très assumé et très réussi. C'est ça. Et puis vice versa, après tu tombes un peu dans le anti-héros que tu glamourises aussi si tu le fais trop. Et moi, j'ai aussi du mal avec la façon de. Ça me dérange aussi quand on glamourise trop les anti-héros. Quand on est amoureux de son héros odieux et qu'on n'arrive pas à montrer qu'il est odieux, ça marche pas bien non plus. Genre, je pensais à Gagner la guerre, par exemple. Moi, Gagner la guerre. J'allais te demander, tu penses à Benvenuto? Ouais, mais complètement. Mais Benvenuto. La question. Voilà. Moi, je veux pas trop dire un infâme, moi je l'aime bien aussi. Enfin, je l'aime bien. Ouais, je détesterais côtoyer cette personne, mais je pense que Tristabel pourrait le remettre en place. Hein. Ah oui. Une rencontre à tenter, hein, en fait. Un crossover. Oh, il comprendrait tellement pas son malheur. La battle, tu vois. Mais oui, non. Mais du coup, effectivement, le dosage, c'est compliqué parce que là, il n'y a aucun moment où on l'excuse, où on fait semblant qu'elle a raison de d'avoir ses propos odieux. On sait qu'elle est odieuse, elle est juste drôle. Et c'est ça qui est cool, quoi. Mais c'est le style aussi, parce que les punchlines, quoi. J'aimerais tellement retrouver ce truc du show, là. Je vais chercher ailleurs. Ouais, non, c'est brillant, ouais. La plume d'Ariel Holtz, elle est brillante. Ouais, mais il est génial. Quand on touche au chiot, quand même, tu te dis on a atteint quelque chose dans l'humour, tu vois. Ah, il y a ta citation des chatons sur Babylone, enfin. Ah, mais non, mais elle est trop bien. Ma citation des chatons, moi, c'est rare que j'explose de rire en lisant un livre, mais là, vraiment, je suis tombée sur cette citation et je me suis mise à pouffer sur mon bouquin, quoi. Ça m'arrive très, très, très rarement. Normalement, je suis assez contenue quand je lis un livre. Ouais, moi aussi, c'est rare que je ris vraiment, que j'éclate de rire, et ça me l'a fait très clairement avec Belle de Gris. Et du coup, un autre des trucs quand même géniaux et qui était là aussi dans le premier tome, mais c'est quand même que l'univers il est brillant, quoi, cette espèce l'univers est très à la cool, Mortaine. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça a ce côté frustrant, je rejoins un peu Jean-Jean dessus, c'est que l'univers est tellement cool qu'en fait t'aimerais... Ouais, on n'en aura jamais assez, en fait. C'est ça. Ah, mais moi, je maintiens ce que j'avais dit pour le tome 1, c'est-à-dire que j'adorerais voir une mini-série, genre un truc d'animation en 3 films d'animation pour un film par sœur avec les visuels de Grisaille. Tu mets Tim Burton à la direction artistique, tu me mets du Danny Elfman à la musique, tu me mets le studio Fortiche au dessin, mais je pense que ça fait un tabac, quoi. Le Fortiche, ça passerait carrément. Ouais, je vois tout à fait. Il faut Ariel Holt en consultant. Ah bah complètement. Ah bah oui. Parce que franchement, c'est quand même assez génial ce qui est sorti de son cerveau. C'est clair. Il y a Jean-Jean qui veut une sitcom, mais moi la sitcom, je sais pas. Hein. Sitcom. Moi je pense qu'il faut un truc qui ne soit absolument pas classable, en fait. Tu peux pas faire que ce soit de l'aventure, du drame, il faut un truc qui est tout à la fois, quoi. Comme le bouquin. Le bouquin, c'est ahurissant, c'est hyper irrévérencieux. T'as énormément d'humour noir, t'as des sous-entendus de partout.
Ouais, il y en a beaucoup dans ce tome-là en plus. Où tu joues sur plusieurs niveaux, où je pense en tant qu'adulte, on pense plein de fois à... On a l'impression que Tristabel se fait pas... Enfin bref, il y a plein d'allusions au fait qu'elle pourrait être une prostituée, en fait pas du tout. À chaque fois, ça passe sur autre chose, et c'est très marrant. Ouais. Il y a une conversation avec sa mère où elle lui parle de se protéger, de faire sa première fois, et bon, c'est pas forcément ce à quoi on pensait en fait. Oui, et puis t'as toute une histoire autour de la pilule du lendemain aussi. Bon, la pilule du lendemain, c'est juste un truc pour se suicider si par hasard t'as eu un problème d'honneur. C'est ça. C'est génial, parce que du coup ça détourne ce côté roman de jeune fille en quête d'une place dans la bonne société aussi. C'est ça. Ça t'a pris le truc et ça l'a rendu complètement trash. Et, non, mais que des trucs comme ça. Plein de trouvailles. C'est trop bien. C'est vraiment, c'est très très intelligent. C'est vraiment. Du coup, moi, je suis vraiment curieuse de savoir ce que parce que je sais pas quelle est la tranche d'âge visée exactement, mais. C'est 15 plus, enfin à partir de 15 ans. Ah, à partir de 15. À partir de 15, si, parce que sinon, je me demande ce qu'ils en retirent. Je pense qu'il y a des choses, les lecteurs plus jeunes peuvent passer à côté. C'est ce qui est intéressant aussi, hein, ces différents niveaux de lecture et tous ces sous-entendus. Et c'est ce qui fait que tu peux le relire aussi, parce que limite, tu redécouvres des choses à la seconde lecture que tu n'avais pas vu à la première. Mais je pense que ce serait sombre. Mais je pense que c'est un des rares livres que je vais avoir envie de relire régulièrement. Et ne serait-ce que parce que ça a un côté très doudou, tellement drôle que en fait c'est un petit bonbon quoi, un petit bonbon, mais pas un bonbon trop sucré, un bonbon, non. Un petit bonbon acidulé là, bien et bien Pepsi. Un petit bonbon fruit de mer sucré salé, enfin. Ah ouais, c'est ça. Une huître. J'avais oublié ça aussi. Le calamar au chocolat. Le calamar au chocolat. Miam. C'est ignoble. Un régal. Miam. Mais ouais, il y a des huîtres à myrtille ou je sais plus quoi. Ah, je sais plus. Ah ouais, non, mais les goûts alimentaires de Tristabel, c'est... autant ses goûts en termes de fringues, ça a l'air bien, autant, de bouffe. Par contre, elle adore manger, j'ai trouvé ça très cool aussi. Mais oui, mais pareil, c'est une héroïne qui ne s'affame pas, tu vois. Genre, la meuf, on parle tout le temps de son physique et tout, mais au moins, elle est pas tout le temps en train de s'affamer. Là, c'est bien. Non, c'est vrai. Et elle s'en fout complètement. Après, elle s'en fout pas totalement, parce que genre, elle est en mode, oui, c'est parce que je peux garder la ligne, hein. Wink wink, pétasse. Mais du coup, tu l'imagines tellement... Elle se trouve tellement bien de toute façon que tu te dis, même si c'était un personnage très plantureux, finalement, est-ce qu'elle se trouverait pas quand même... A priori, elle est quand même assez plantureuse. Hein. Elle a quand même a priori une paire de seins assez. Elle a plutôt, elle a plutôt une poitrine généreuse et une silhouette assez fournie quoi. Elle a pas l'air, elle a pas l'air d'être une planche à pain quoi. D'ailleurs, c'est triste, à un moment, elle la rentre pas dans les robes et ça la saoule. Elle est très vexée, par contre. Ouais, ça la bah ouais. Non, mais en fait, elle est vexée, elle dit non, mais c'est parce que je ne suis pas décharnée comme Mary. C'est pour ça. Est-ce qu'on a fait le tour des trucs qu'on peut dire sans spoiler? Ou est-ce qu'on a envie de dire d'autres choses sans spoiler les gens? Non, je crois que c'est pas mal, hein. Clairement, lisez-le. C'est compliqué de pas spoiler. Ouais, franchement, après ça. Si vous avez bien aimé le tome 1, je vois pas pourquoi. Comment vous ne pourrez ne pas avoir envie de lire le tome 2, quoi. Et si vous avez jamais lu. Mais oui. Posez vos valises dans cette charmante bourgade. si accueillante, pas du tout dangereuse. Il va rien vous arriver. Par contre, signez quand même une assurance vie avant. Hein. Vous pouvez mettre la garde de nuit comme bénéficiaire, on sera content. C'est ça. Ils appellent ça une assurance mort d'ailleurs. Mais du coup, je pense qu'on peut dire au revoir aux très rares personnes qui pourraient être en train de regarder cette vidéo et qui n'auraient pas lu le tome 2.
Alors qu'en plus, on parle déjà d'un tome 2, donc du coup, ils auraient probablement déjà lu le tome 1. C'est risqué quand même. Ça serait risqué. Bon, bref. C'est aventureux. Mais à ces personnes-ci, on vous dit à la prochaine et on vous dit d'aller lire les Sœurs Carmine. Et... Une bonne lecture d'été, ça change, mais... Ouais. Ou une lecture d'Halloween. Ah bah Halloween, oui, ça s'y prête bien. Tellement, c'est parfait. Et du coup, maintenant qu'on est entre nous, on peut parler genre plus en détail de nos fils d'intrigue préférés, de nos scènes préférées, tout ça. Oui. Du coup. Moi, je rejoins Schrodi, je pense que mes scènes préférées, c'est vraiment les scènes de la haute société. La scène avec la séance de spiritisme. Ah, moi, c'est ça, moi, c'est celle-là. Qui finit dans un bain de sang. C'est horrible. Mais ça, ce moment elle m'avait marqué, celle-là. Les fantômes, tous les fantômes qui viennent se battre pour Tristabel, tous ces prétendants morts. C'est si drôle. C'est génial. Je me souvenais toujours avec ces punchlines. Je considère un instant sa face de gaufre mal cuite. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est le pauvre mec qui est mort en duel du coup et qui s'est écrasé. Et qui lui a laissé un héritage en plus. Il lui a laissé son héritage. Elle s'en fout, elle en veut même pas, elle le rend à la mère. Mais oui. Elle est vexée parce que elle se fait traiter de courtisane et ça la vexe. Ah là là. Effectivement, c'est tout au long du truc ce côté. On prétend que c'est une courtisane et en fait, tu te rends compte à la fin qu'elle a même jamais embrassé personne en fait. Bah ouais, elle a son premier baiser à la toute fin. Il y a ce jeu-là aussi. Mais c'est intéressant aussi d'avoir un personnage qui est censé être très beau et qui obtient des choses à partir de son physique. Mais sans que ça aille... on n'est pas sur du Cersei Lannister, tu vois. Ça va jamais non plus dans un côté charnel. Il y a quand même ce côté de jeune fille... Bah oui, et pourtant... dans le monde, qui ne veut pas se compromettre... Contrairement à sa mère. Contrairement à sa mère. Et d'ailleurs, les conversations avec sa mère, c'est tellement drôle aussi, où elle l'encourage, elle lui dit, genre, Tristabel qui est là, oui, non, maman, oh là là, quand même, elle voulait pas que je sorte dans cette robe, hein. Bah oui, elle était pas assez décolletée. Oui, c'est ça, elle est pas assez longue. Tu commences ta phrase, tu te dis, bah ouais, elle doit être un peu osée, la robe et tout. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ça n'était pas assez. Voilà. Ah, la mère c'est quelqu'un, hein. Ah, elle est la mère aussi, c'est un personnage en vrai. Elle en mériterait un tome. Hein. Ouais. Ben oui, mais c'est un peu dommage. Enfin bon, il y a plein de scènes marrantes avec elle, mais c'est vrai qu'elle ramène un petit frère qui en fait ne sert à rien, j'ai trouvé. Dramasticien. Et même son pouvoir, j'ai pas trop compris, il se rend invisible. Bah, j'ai compris ça moi aussi, oui, en fait, ouais. C'est un comme Cassandra machin là. Interne. C'est quoi leur nom déjà? Ouais, c'est interne, je crois. Attends, elle fait quoi? C'est celle qui peut changer de... Manipuler les ombres. Ah non, pardon. La rivale de Tristabel. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, j'ai bien aimé aussi qu'on apprenne un peu plus sur les pouvoirs du coup des différentes familles, et donc qu'on comprenne que Mary, donc elle a effectivement un vrai pouvoir d'équilibre. Oui. Donc c'est pour ça qu'elle avait de l'équilibre. Mais encore au sol. Voilà, mais qu'elle est quand même godiche pour tout le reste du coup, mais elle est godiche, mais donc elle a un vrai sens de l'équilibre, et tout ça c'est parce qu'elle a en fait son pouvoir spécial quoi. Probablement la raison de sa survie jusque-là d'ailleurs. Ouais. C'est probable, ouais. Et du coup, pareil, l'origine familiale de Tristabel est assez intéressante. Le moment où elle rencontre son père, c'est quand même une grande scène du bouquin aussi. Ouais, la scène est assez classe aussi. Et pour le coup, elle est assez triste. Elle est vraiment, elle est poignante aussi, quoi. T'as à la fois toutes les punchlines, et en même temps, derrière le vernis des punchlines, t'as aussi vraiment quelque chose de très très triste avec ce bonhomme qui est seul et malheureux, et cette pauvre fille qui en fait est vouée à devenir seule et malheureuse pareil, quoi, et qui s'en rend même pas compte. C'est un des moments d'émotion du roman aussi. Après, et du coup, ça fait... Non, pardon. Non, vas-y. Non, je disais que ça faisait un rappel avec le tome 1, une scène que Jean-Jean n'avait pas compris, et il disait que ça sortait de nulle part, et finalement,
Moi, je trouve que ça avait un sens d'introduire une gorgone dans le tome 1. Bah oui. Il prétendait pas que non, mais... John maintient. Il dit que non, ça ne servait à rien dans le tome 1. Ah, mais si, moi je trouve. Mais moi, du coup, j'y avais pensé quand j'avais regardé votre Twitch du tome 1 en me disant, mais si, c'est pas Scarplay. Mais je peux pas le dire. Je m'étais tue poliment. Ouais, non, moi aussi, je trouve qu'elle servait d'autant plus, mais même, j'avais quand même beaucoup aimé la scène, juste pour la scène à ce moment-là. Et du coup, j'ai aussi beaucoup aimé cette scène avec le papa. Ouais. Et du coup, alors, en fait, j'allais dire, est-ce que vous croyez que, mais en fait, vous avez tous les deux lu la suite. Donc, je vais faire. Je crois. Non, pas moi. Ah, Shrody, t'as pas lu. Ah, donc, alors, Willa ne répond pas. Shrody, est-ce que tu crois du coup que en ayant accueilli l'ange dans son cœur, et donc en ayant du coup maintenant un cœur qui bat, elle a arrêté tout le processus de devenir Gorgone, ou que ça le ralentit, enfin je sais pas, tu vois, moi j'ai compris ça comme ok, bah du coup elle va juste avoir son petit serpent là parce que elle l'avait déjà, mais que maintenant du coup ça va arrêter tout le reste de sa transformation, mais que par contre du coup elle devient humaine, et donc elle va se rendre compte de la douleur qui va avec. Bah je sais pas. Je t'avoue que je m'étais pas du tout posé la question, et c'est vrai que cette scène de l'ange, je me suis un peu posé la question de savoir à quoi elle servait. Et je me suis pas dit que ça allait la changer. Il a fallu que je relise le passage du coup en première lecture, j'avais même pas fait gaffe. Et là, la deuxième, je suis là, genre, mais attendez, mais qui est cette personne, cette voix là à l'intérieur? J'étais là, ah, c'est l'ange qui est enfermé. Bref, et j'ai pas trop réfléchi à ce que les conséquences. Parce que j'avoue que moi ça m'a fait peur, parce qu'à la fin du coup on sait que du coup elle est en pleine dépression parce qu'elle a perdu son mec et qu'elle est triste, mais elle a l'air vraiment très 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 triste pour une Tristabel, et du coup j'espère quand même qu'elle va pas perdre tout son piquant juste avec cette espèce de plot twist. Regardez, elle n'avait pas de cœur, elle avait un cœur de pierre littéralement, et maintenant elle n'a plus un cœur de pierre, donc dans le prochain tome, et du coup ce sera plus vraiment Tristabel comme je l'aime. Je me rappelle pas, donc je peux pas vous spoiler, du coup ça me donne envie de relire le tome de Dolorine. Mais on la voit peu, je pense que c'est... On va pas la voir du tout, peut-être. En fait, chaque fois qu'il y a une des sœurs qui est le personnage central, on voit assez peu les deux autres. Finalement. Ah, on a un commentaire de Jean-Jean. Il dit que... Pire sous intrigue, cette affaire d'ange et de culte chelou. Oh, moi, le culte, ça m'a fait rire. Tout ça pour la robe. Moi, je trouve ça très drôle. Moi, je trouvais ça marrant. S'enrôle dans une secte juste pour avoir une robe, moi ça m'a fait rire. Pour moi, la pire sous-intrigue, c'est Catriane et Mériver, quoi. Toute la sous-intrigue de Mériver, j'ai trouvé ça nul, quoi. D'accord. Ah ouais, non, Catriane... Peut-être juste pour qu'elle tire sur ce pauvre Eldritch à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils avaient qu'à trouver un garde qui... mais même juste le serpent. Ou juste le serpent, ou whatever. Oui. Ça aurait suffi. Ça aurait été pas mal, ça. Et du coup, Jean-Jean dit pire sous-intrigue ex-aequo. Pour moi, c'est vraiment... dans toute la partie avec Catriane, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Ouais, c'était indispensable. Moi, il y a un seul truc que j'ai trouvé cool, c'est la scène avec le vieil aveugle. Très courte, mais que j'ai trouvé très classe. Le vieil aveugle qui garde le... Ah bah oui, et lui... de Mériver, et qui la reconnaît... On le voyait dans le tome 1, lui, j'imagine, du coup, mais je m'en souviens pas bien. Et c'est juste pour cette toute petite scène que j'ai trouvé très classe, en fait. Je trouve ça très bien fait. Et sinon, oui, on s'en serait passé des histoires de vampires vengeurs. Il n'y a pas assez de place pour tout bien gérer, de toute façon, donc ça aurait peut-être été dispensable, effectivement. C'est ça, ouais. Je sais pas, moi, j'ai pas trop kiffé. Par contre, en termes de micro sous-intrigue, j'ai adoré le fait qu'on revoie la propriétaire du salon de beauté du tome d'avant, là, qui s'était fait complètement marcher dessus par Tristabel, et qui est complètement trauma, et qui revient genre non, pas elle là, non, pas elle. C'est tellement drôle. Elle revient tout le temps en plus.
Je ne veux plus vous voir, prenez tout. Ah, mais j'y retournerai jeudi pour prendre, pour faire mon bain de sang avant la cérémonie. Et, du coup, John, il dit aussi que le serpent, il sert à rien. Moi, je suis pas d'accord. Bon, pour le coup, moi, cool. je suis pas forcément convaincue. Ah, moi, j'ai bien aimé le petit serpounet. Mais, en fait, moi, je suis toujours un peu ambivalente parce que j'ai le côté Gorgone, tout ça, ok, mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, j'aime pas trop l'idée du elle a un cœur de pierre et c'est pour ça que, en fait, du coup. Et le cœur de pierre, ouais. En fait, il aurait pu y avoir un truc avec les Gorgones sans qu'il y ait forcément le cœur de pierre. Bah oui, je suis d'accord. C'est ça qui permet aussi que la scène avec son père soit cool. Par contre. Oui. Bah oui, c'est ça. Ce côté absence de sentiments, etc. Et lui qui essaie de les étudier pour rompre un peu ce côté malédiction. Pour ce côté-là, c'est cool. Pour le côté que ça justifie le tempérament de Tristabel, c'est plus dommage. Mais c'est ça. Après, ça aurait pu être des Gorgones, mais sans qu'il y ait la question du cœur de pierre aussi. Mais... Ouais. Je pense que ça justifie un peu son interaction avec son père. C'est ça, ça donne des bons éléments d'intrigue, d'univers, mais c'est trop facile le côté du coup en fait si elle avait pas ce cœur de pierre, ce serait une fille tout à fait normale, quoi. Et ça, et du coup, je trouve que ça diminue un peu ce côté très anticonformiste de Tristabel, ce côté très libérateur, en disant regardez, en fait c'est parce que on a un plot twist qui fait qui explique qu'elle ne soit pas comme toutes les autres filles. Et moi ça m'a déçue. Après, est-ce que c'est la caution jeunesse, tu vois, de dire non mais en fait il y a une bonne raison, on fait qu'elle soit méchante, mais c'est pas de sa faute. Ouais, mais moi je trouve ça un peu dommage aussi. Non, c'est vrai. Et du coup, John dit, lui, que côté pour le fameux serpent qui sert à rien, il a un effet fusil de Tchekhov. On attend qu'il serve à quelque chose, qu'il lui parle, qu'il morde quelqu'un, qu'il fasse quelque chose, et finalement, il change rien. Il mord quelqu'un, il sauve la vie, parce qu'il mord la Géminie qui a pris son apparence. Bah ouais. Il mord quelqu'un, il la sauve. Et puis il mord aussi Ellie, mais pour le conserver. C'est ça, c'est pour le conserver. Oui, comme ça elle peut avoir la statue chez elle. Elle a une petite statue chez elle, dans sa chambre au palais avec la reine. Ah ça m'a fait trop rire aussi, le coup de la reine qui est là avec ses les deux pestes absolues là, insupportables, l'une que l'autre, complètement tarées et ok. Bon. Eh ben écoutez, je vous choisis toutes les deux, comme ça, vous jouerez à vous entretuer toutes les deux et vous me laisserez tranquille. C'est ça. Tellement bien. Et comme ça, elles vont mettre du temps à s'éliminer. Et comme ça, elle aura pas besoin de les remplacer rapidement. Et puis elle montre quand même que c'est elle qui reste la bitch suprême, tu vois. C'est ça. Ah, mais c'est clair. C'est ça, exactement. C'est bien les amatrices. Maintenant, je vais faire un truc, vous n'avez pas du tout vu venir. Je recrute toutes les deux. Franchement, la reine, elle aussi, il lui faudrait un petit tome rien qu'à elle. Ouais, j'aimerais beaucoup la voir plus que ça. Parce que moi c'est un peu une de mes craintes pour le 3e tome, c'est que bon alors je sais parce que mon mari l'a lu le tome 3 et qu'il a été un peu déçu parce que c'était un peu court. Je sais que ça va pas ça va pas répondre à tout ce que j'aimerais savoir sur l'univers, quoi. Et toute cette histoire, par exemple, autour du futur héritier, tout ça, toute la partie politique de Grisaille avec la reine et tout, ça, c'est des éléments, je pense qu'on va à peine les voir, enfin, j'imagine. Alors, j'espère qu'on aura au moins l'histoire de Monsieur Nyx, parce qu'il était tellement drôle. J'imagine quand même qu'on devrait savoir un peu autour de Dolorine, il y aura des trucs, quoi. Bah, je pense, autour de Dolorine et de Monsieur Nyx, on devrait quand même avoir des éléments. Monsieur Nyx, c'est quand même génial aussi. Ouais. Mais là, du coup, il m'a manqué, tu vois. J'aurais quand même. Il n'y a pas assez de Monsieur Nyx. Il manque du Monsieur Nyx. Monsieur Nyx, il se planque il se planque sous le lit à un moment donné. Oui, c'est vrai. Ah ben tu vois, finalement, je t'avais dit qu'elle allait pas le tuer.
Laurie aussi, c'est quand même un miracle qu'elle ait survécu jusque-là. Elle est magique. Elle est trop drôle quand il y a Eddie justement qui arrive et qu'elle est en train de prendre le thé avec lui, c'est trop mignon. Et que lui se prête au jeu. Mais oui. Mais oui. Son personnage à lui aussi. Mais Eddie, lui, il était cool. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Eddie. J'ai bien aimé. Hein. Leur relation, elle est cool. Elle est un peu, elle est un peu cliché, mais. C'est un peu attendu, mais. Ouais, mais tu vois, genre. C'est mignon. Oui, voilà, c'est mignon. Autant le premier tome, j'avais vraiment pas aimé. Oh là là. Franchement, je trouve que la relation entre Mary et Blaise, elle est cucu, mais cucu. Oh. Mais alors, autant là, celle-là. Je trouve que elle a un peu plus de piquant, quoi. Elle a le piquant de Tristabel qui. Ouais. Et puis lui, il est intéressant comme personnage aussi, je trouve. Parce qu'il est assez nuancé finalement et il détonne par rapport au paysage de Grisaille, quoi, très clairement. Le mec honnête qui se retrouve dans le seul policier honnête de tout Grisaille, en fait. Non, puis ce qu'il y a de génial, c'est pareil dans leurs interactions où du coup, lui, il est persuadé qu'elle est coupable et elle est tellement, elle se fout tellement des conventions que à aucun moment elle ne cherche à se disculper. À aucun moment elle lui dit bah non en fait. Genre, elle est tellement sûre d'elle. Il dit mais de toute façon vous avez pas de preuves. Bah en même temps vous risquez pas d'avoir de preuves, c'est pas elle la coupable. Elle sait pas se défendre. Elle s'en fout, quoi. C'est magnifique. Elle n'a pas à se défendre, je pense. Non, c'est ça. C'est ça, elle a. Ouais. Parce que c'est scandaleux, quand même, qu'il ose l'accuser. Évidemment. Mais en plus, tu pourrais te dire... tu crois comprendre à un moment qu'elle a déjà tué des gens, parce que moi, j'ai cru comprendre ça quand même quand elle parle de son passif, sans aucun complexe d'ailleurs, hein, puis sa fascination pour les armes blanches et tout aussi. Mais donc elle aurait sa place en prison très probablement, Tristabel, quoi. Mais là, il se trouve que dans ce cas précis, c'est pas elle. Du coup, voilà, un peu encouragé le premier massacre. Oui, c'est vrai. En refilant le hachoir à l'autre mec là. Oh, voilà mon cher. Non, ne vous dérangez pas. Je sors par la porte de derrière. Ça c'est fabuleux. Elle est magnifique. Quel horrible personnage. Après, si elle faisait quelque chose, elle se mettait peut-être en danger, hein. Fallait qu'elle sauve sa peau, elle avait mieux à faire. Elle avait un avenir. Ouais. Après, quand tu vois comment elle maîtrise un loup-garou avec juste des pots de crème pour le visage et son parapluie, je pense qu'elle aurait pu maîtriser le pauvre mec, le pauvre mari trompé. Oui, c'est ça. Le pauvre mari cocu. Ou au moins dire aux autres, attention, il va tenter de vous assassiner, vous êtes plus nombreux, essayez peut-être de faire quelque chose, mais... Non. Mais j'aime bien son petit côté où justement elle se fait tout le temps sous-estimer, quoi. Ou genre quand elle va voir Thomas et qu'elle fait semblant que le truc il est trop lourd pour que ce soit lui qui porte le truc jusqu'à chez elle, alors que en fait la nana c'est un peu une superwoman en fait. Elle a aucune douleur, elle a une force surhumaine. Mais non. Ça fait tellement mieux d'avoir un chevalier servant qui lui porte ses affaires. Elle me fait bien marrer. On n'a pas parlé, on commence à avoir fait pas mal. Est-ce qu'il y a quand même peut-être une scène que vous n'avez pas trop aimée? Ah, Mériver et sa pote là. Ouais. Après, moi, je pas dérangé plus que ça. C'est pas les meilleurs du roman, mais moi, je rejoins Jonjon quand même sur le fait que tout le truc autour du culte. Bon, alors c'est moins pire que l'histoire de Catriane, mais j'ai quand même. Enfin, c'est un peu long pour la blague. Voilà, juste les récupérer leur robe et récupérer le masque, ça suffisait, quoi. Enfin, mais je pense que c'est parce qu'il y a l'histoire avec l'ange après qui a son importance. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu... Ouais, moi c'est peut-être ce passage qui m'a un peu plus ennuyé que le reste. Ouais, moi j'ai pas trop pigé le délire. Je pense qu'il s'éclate juste à inventer des trucs et que Tristabel chez les nonnes ça avait quelque chose d'amusant et que du coup c'était ça. Mais en fait finalement c'est marrant parce que ça te paraît un peu long
par rapport au reste du roman, ce passage-là. Ça sort un peu du truc, et en même temps, c'est vachement important parce qu'il y a toute cette histoire d'ange à la fin. Ouais, mais ça sort de nulle part, cette histoire d'ange. Enfin, genre, c'est bon, quoi. Oh, magie, regarde, t'as un masque qui apparaît alors que je cherchais un masque. Wouhou! Et après, oh là là, bah dis donc, ton masque, en plus, il va te rendre un cœur qui ne sera pas en pierre, dis donc. Enfin, là, pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était trop facile Ouais, mais je pense que c'est une question d'équilibre. C'est peut-être mal amené, ou amené trop tard, ou trop peu, ou... Je sais pas exactement, parce qu'en plus, je vous dis, je me souviens pas si dans le tome 3 on revient là-dessus, donc ça arrive quand même très vite et très tard, si on n'en reparle pas. En fait, cette histoire d'ange qui prend possession. Ouais. Bah, Jonjon dit, ouais, une scène sympa dans un endroit stylé, mais c'est mal intégré au tout. Effectivement, je suis assez en ligne. Moi, je pense qu'il y a des moments où il se fait un peu plaisir, je pense, parce qu'il a imaginé plein de trucs. Il veut placer ses idées, là, ce truc de la secte, il y a pensé, il s'est dit allez. Ouais. C'est peut-être un peu long, ouais. Après, moi, ça m'a pas dérangé. Moi, pas plus que ça non plus. Je trouve pas beaucoup de défauts, globalement, en fait, au bout. Bah, moi, j'ai aimé beaucoup le mood, Tristabel, tout ça, mais en termes d'intrigue pure, bon... Bon, comme déjà, comme je redis raconter, c'est que bon, bah déjà l'intrigue de base, c'est il lui faut une robe et il faut qu'elle aille au bal, quoi. C'est du Jane Austen en fait. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais du agrémenté de quelques meurtres. Quand même. Mais ouais, non, en termes d'ambiance, en termes d'écriture, c'est génial, mais en termes d'intrigue pure, moi, j'ai quand même pas. Et puis, non, ça, je peux comprendre. C'est plus l'ambiance et l'écriture, de toute façon, le point fort. C'est ça. C'est pour ça qu'il manque les petits cœurs sur mon petit smiley. Ça, et le fait que le cœur de pierre, quand même, vraiment, moi, ça m'a gênée. J'étais un peu déçue. Et puis, ouais, Jonjon, il dit, j'ai pas aimé que sa super belle robe, elle soit détruite sans qu'elle puisse la porter. Ah ouais, mais tellement. Oh là là, mais c'était horrible. Mais non, mais moi, je suis trop d'accord. Genre, elle arrive et là, t'as la robe qui a été dévastée, pleine de sang parce que t'as eu un massacre. C'est même pas à quoi elle ressemblait. Moi, je trouve ça très frustrant aussi. Pareil, je voulais trop l'avoir essayé la robe. Et par contre, j'ai énormément aimé la scène de l'émeute. Oui, quand même, les chaussures, c'était tellement drôle. Et après qu'elle rejoint tranquillement l'autre pour prendre le thé. Tristabel, vous venez de déclencher une émeute là? Et alors? La meilleure période, c'est les soldes. Oui, d'accord. Et pendant ce temps-là, Jonjon sur le chat spoil la machine en disant que c'est une scène encore plus triste, la scène de la robe, que la scène qui m'a fait pleurer à chaudes larmes dans la machine. Alors, en fait, je ne savais pas, mais John, vraiment, tu es un peu Tristabel dans l'âme, je suis fière de toi. C'est lui le cœur de pierre. C'est lui qui a un cœur en pierre. Tu fais une gorgone, Jonjon. Où est ton serpent? C'est un petit serpent dans les cheveux. Il va être bien content d'être venu. Hein. Oui, merci pour ton soutien. Tu es bien récompensé. N'hésite pas à revenir. Non, mais normalement, il revient le 5 août pour parler du Morgan of Glencoe. On l'attend. Le 3. Le 3, pardon. C'est moi, je me disais comme je suis capable de... Après, j'ai trouvé ça rigolo, Tristabel à la morgue aussi. C'était dommage que ce soit aussi court. Oh là là, trop drôle. Oui. Tristabel au travail, quoi. Martine, en fait. Tristabel à la morgue, Tristabel fait du shopping, Tristabel va au bal. Tristabel gouvernante, parce qu'elle fait gouvernante aussi. Ça. Oui, et là aussi, elle dit oh là là... j'ai honte, en gros elle a vendu sa vertu, elle se met dans des petites tenues blablabla, et tout ça pour faire gouvernante et donner des cours de musique à des enfants. Ah ok, moi j'ai pas pensé à ça en fait. Duncan au citron aussi nous dit mais l'entretien d'embauche à la morgue, magique.
J'avoue, mais genre c'est un peu le truc que t'aimerais faire à tes propres entretiens d'embauche, quoi. T'aimerais tellement avoir la confiance en toi d'arriver et de dire bon bah voilà, alors vous me payez demain et puis j'arrive, hein. Allez, bisous. En plus, je sais même pas si elle le fait bien son boulot parce qu'elle moment elle dit parce que son boulot donc c'est de maquiller les cadavres, rappelons-le. Oui. Et moi, elle se dit toute contente. Elle dit toute contente. Oh, on dirait qu'ils sortent d'un cabaret ou d'une maison close. C'est très divertissant. C'est très cocasse. Je pense qu'il doit être horrible. Bon, après, c'est l'univers. Hein. Ouais. Je sais pas quel est l'état normal d'un mort dans Grisaille, mais. Oui. Puis je sais pas parce que quand elle maquille Mériver est en mode oh là là, mais t'en as mis des tonnes et tout, machin. Ouais. On dirait vraiment que je sors du cabaret, etc. Et en fait, Blaise, il la trouve quand même sacrément canon, quoi. Donc, a priori, elle est quand même. Alors, c'est les yeux de l'amour, mais. Peut-être aussi. Les yeux de l'amour. Moi, c'est ça que je me suis dit, s'il trouve pas ça affreux, c'est que ça doit aller, en fait. Ouais, moi, je me suis surtout dit que c'est Mary qui, encore une fois, était trop godiche et qu'elle savait pas ce qui était appréciable, tu vois. En gros, je me suis dit que globalement, le regard de Tristabel sur Mary pendant tout le premier tome, ouais, elle avait peut-être pas tort. Hein. C'est triste pour Mary. Non, mais elle est gentille, hein, mais. Moi, je l'aime bien, vous êtes dur avec cette pauvre Mary. Bon, je pose le livre parce que je fais que chercher la citation du chiot et Sandra. Tu ne la trouveras pas. Rendez-vous sur le forum, Willa mettra la citation sur le forum, ça la forcera. Je vais tout relire du coup. Ah là là. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Bon, oui, t'as pas le droit de participer, mais je redis, qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Du Monsieur Nyx, du Dolorine. Et bon, ça c'est pas très original. Je sais pas ce qu'on pourrait avoir. J'espère quand même des scènes de Dolorine qui ressembleront plus à celles du tome 1, avec son côté innocent. Le mec se mouille pas trop. Son côté innocent, totalement déconnecté de la réalité de Grisaille. Non, je sais pas. Le personnage en tant que tel est trop marrant. Cette petite enfant. Comment il se moque de moi. Ouais, donc sur le chat, John, un tome centré sur Dolorine, j'espère qu'on verra Dolorine. En fait, je n'ai pas d'attente. L'esprit de Tristabel est en toi ce soir. C'est pas que ce soir. Non, c'est constant. Un vrai serpent. Non, mais le personnage de Dolorine, en tant que tel, en fait, est super marrant et assez mignon. Il détonne pas mal, donc j'espère qu'on retrouvera un peu ce qu'on a vu dans le tome 1. Plus que ce qu'on a vu là dans le tome 2 où elle avait quand même elle a fait de très courtes apparitions. Donc j'espère qu'il y aura une intrigue en fait qui arrivera à la mettre en valeur. Et puis voilà. Moi je me demande du coup si on risque, tu vois, je vais me mouiller vachement plus que toi. Je me dis que si elle va à l'école, on va la voir avec d'autres gens que son cercle familial. Et je suis assez curieuse de la voir avec d'autres petites filles qui risquent à tous les coups d'être des espèces de petites Tristabelles insupportables. Et elle va, avec son côté totalement innocent, mais son Monsieur Nyx, ça va être une tuerie, ça va partir en live. Et voilà. Donc moi, je me dis que il y a moyen que ce soit très très drôle. Avec, ça va être la weirdo qui voit les fantômes, qui voit les morts. Mais après, si elle est avec des enfants qui ont aussi des pouvoirs, ça peut donner un petit mix qui détonne. De toute façon, elle aura toujours son Monsieur Nyx qui devrait nous amuser. Mais non, je sais pas. Mais après, d'ailleurs, il y a Tristabel maintenant qui voit les fantômes aussi. Je sais pas. On sait pas si elle le voit. On sait pas trop si elle le voit. Mais à un moment, elle dit qu'elle voit les âmes des rapiécés. Tu sais, elle se balade et elle dit elle voit les âmes des rapiécés. Après avoir absorbé l'ange, du coup, elle ressuscite, tel Jésus. Le Messie, celle qu'on attendait. C'était Tristabel. C'est celle qu'on mérite, hein. Mais rien que pour ça, c'est drôle l'histoire avec les sœurs, quoi, parce que c'est quand même très apparenté le côté ange
les vœux de silence et compagnie, à cette référence à la religion catholique, et du coup, quand tu vois que l'ambassadrice du truc c'est Tristabel, tu te dis, ok, il y a quand même un souci. Tout est corrompu en fait, ces grisailles. Ah là là. J'ai retrouvé la citation du chiot, mais du coup je suis un peu déçue, c'est moins drôle que dans mon souvenir. Tu veux nous la faire, quand même? Ouais, mais c'est décevant, je trouve. Mais donc elle parlait de Thomas, donc le forgeron, donc dont j'avais complètement oublié l'existence. Lui, c'est un pote à Mériver, c'est ça, dans le tome 1? Ouais, c'était celui qui était un peu amoureux de Mériver. Du coup, ça m'a amoureux aussi d'elle. fait terriblement rire que du coup, elle le case avec la meuf qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Mériver. Ouais. Et- De façon En plus, totalement saine. ça marche très bien. Elle Ouais. est très contente d'apprendre que ils ont dormi ensemble, enfin qu'elle a dormi chez lui. Enfin, elle adore ce genre de truc. Elle adore répandre l'info juste après Ouais. à Mériver pour bien la faire souffrir. Alors moi, du coup, théorie du complot, je me suis dit, ça se trouve, c'est la sœur jumelle cachée de Mériver ou un truc comme ça, tu vois, genre, attention, hein. Genre, C'est une tourmente. genre c'est une tourmente parce que cette meuf-là, on sait pas c'est d'où elle tourmente vient. aussi. On sait pas d'où elle vient. C'est la fille d'un mec. Il y a tout un truc. On sait qu'elle est son père, mais pas sa mère. Et du coup, ça aurait pu être, voilà, elle pourrait avoir le même père et la même mère. Tu vois, genre il y en a une qui a été un peu comme The Parent Trap. Il y en a une qui a été gardée par le papa et l'autre par la maman. Version plus funky. Et du coup, il y a Mary et l'autre qui auraient été chacune d'un côté et elles seraient jumelles. Drôle, voilà, ça c'était ma petite théorie. Ouais, non, mais c'est sûr. J'aime bien, j'y avais pas pensé. Avec Tristabel, c'est que les gens qui sont tellement sûrs d'eux et tellement arrogants, t'aurais envie qu'ils se plantent en fait. Mais tout lui réussit. Mais oui, c'est magique. Bon, elle a un petit souci sur la fin, mais bon, quand même quelqu'un arrive à la tuer, elle le ressuscite. Malgré tout, hein. Il y a juste son mec, quoi. Donc c'est quand même. Voilà, ouais, un petit échec. Ouais, elle le dit d'ailleurs, c'est là que la victoire m'échappe. Si te fait. Mais ouais, mais du coup, t'aimerais te dire, elle peut se tromper quand même des fois, et en fait, non, quand elle fait des trucs, ça marche. Maquillage de Mary, manifestement, c'est réussi. Elle arrive à caser Thomas avec l'autre nana, alors qu'on pourrait se dire, non, pourquoi? Enfin, ça réussit plutôt bien quand même, c'est. Bon, alors du coup, ta citation de chien. Ah oui, bon, c'est décevant. Donc, la gaucherie de Thomas en matière de bagatelle a quelque chose de touchant. On croirait un peu voir un chiot amputé des pattes qui persévérerait à courir après sa queue. Pour ma part, cela ne me donne qu'une envie, l'achever. Oh, si, c'est un peu marrant quand même. C'est quand même tellement odieux. Donc, tuons les chiots et noyons les chatons, pour résumer ce... Faisons comme ça. Tuons les chiots handicapés, voilà, et noyons les chatons. Mais les chatons qui nous rappellent notre mari. Oui. Non mais c'est... Franchement... Non mais c'est génial, enfin quand même Ariel Holt, il a une imagination et un punchline à toutes les pages. Ouais. C'est magique quoi. Je sais pas dans la vraie vie du coup si genre c'est le genre de personne à se dire oh là là j'aurais dû dire ça, oh là là j'aurais dû dire ça et à la fin de la journée de retourner et d'en avoir fait tout un bouquin avec Tristabel. C'est peut-être un peu ça, hein. C'est peut-être un exutoire parce qu'il a l'air très très choupi et plutôt réservé. Ouais. C'est possible. Mais du coup, forcément, en comparaison, après, quand tu lis ces autres romans avec des héroïnes, ne serait-ce que... Vous l'avez lu tous deux, Les Royaumes Immobiles, non? Oui. Oui. En comparaison... Alors, l'univers est très cool aussi, je trouve, mais en comparaison, dans le style... Et les personnages, ça paraît forcément un petit peu fade en comparaison, quoi, de... Bah, moi, j'ai pas été fan, moi. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais aimé parce que c'est très shakespearien et ça reprend énormément de codes du young adulte, mais en étant quand même vachement mieux écrit que plein de trucs du young adulte. Ouais. Mais effectivement, l'univers est cool. L'univers est cool. Il a un talent pour créer des univers, de toute façon, très clairement. Et moi, je pense d'avoir commencé par les Sœurs Carmine, ça te rend forcément un peu plus...
Ouais. T'as des attentes de style, voilà, que tu n'as pas forcément si tu as lu autre chose de lui en premier. Et d'univers aussi, non? Et d'univers, ouais. Mais l'univers, il est plutôt bon pour ça, donc même si, bon, j'avoue, j'ai quand même un faible pour Grisaille parce que c'est ce côté complètement décadent et en même temps hyper sombre et hyper drôle en même temps, qu'on retrouve pas forcément dans les autres, mais pour en avoir lu quand même plusieurs, il a une capacité à créer des univers assez différents et... Oui, c'est sûr qu'il se renouvelle quand même beaucoup, ouais. Ouais, c'est quand même assez impressionnant, ça. Oui, non, je pense que ce qui manquait plus, c'est l'humour noir. Et c'est vraiment toutes ces petites pointes complètement décalées, en fait. Il y a moins d'humour décalé dans ces autres dans ces Après, je pense que c'était pas transposable dans tous ces univers, mais c'est vrai que ça c'était particulièrement réussi. Enfin, il brille là-dedans, quoi. Donc c'est sûr que j'aurais envie de retrouver ça. C'est ça. Après, derrière, ça a un petit côté plus convenu, quoi, plus classique. Et quand tu penses qu'en plus c'est son premier roman, Les Sœurs Carmine. Ouais, mais c'est ouf. C'est fou. Ouais. Belle entrée en matière quand même. Alors du coup, on demande dans les autres livres si les intrigues sont un peu plus creusées ou si c'est un peu comme là où on laisse des petits éléments et où on suit juste où on a des sous-intrigues qui sont pas forcément creusées. Il y a moins de sous-intrigues dans ces autres. Je crois. Moi, dans mais c'est plus, c'est plus concentré quand même. Ouais, mais pas forcément concentré, mais c'est pas forcément les intrigues les plus réussies non plus. Hein. C'est vraiment les univers à chaque fois, moi je trouve. Ouais, dans les royaumes immobiles, moi je trouvais que l'univers, c'était vrai que c'était très intéressant, mais c'était pas assez creusé et l'intrigue va beaucoup trop vite. Aussi. Ça va trop vite. Ouais. Ça va très très vite. Il y a plein de personnages et on aurait envie de les connaître plus et ça allait trop vite. Gagner à être chorale les royaumes immobiles parce que Ivy elle est bien gentille et tout, mais elle est un peu terne quand même, je trouve. Mais alors moi en fait ce que j'ai aimé c'est que c'est légèrement choral parce qu'en fait c'est quand même les personnages de Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. T'as Puck, en fait ces personnages là c'est des personnages que t'as vus dans d'autres dans du Shakespeare. D'où le fait que du coup moi ça m'a fait marrer parce que justement j'avais un peu cette impression de d'avoir moi ça m'a moins gêné complet, ça. Quoi pour toi. Ouais, moi j'ai pas du tout les références donc. Ouais, moi je l'ai pas lu non plus. Ouais, voilà. J'ai qu'une vague. Ouais, alors que moi, du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu moins manqué, mais parce que les personnages, j'avais l'impression de les avoir déjà vus ailleurs. Mais après, je pense que ça, il y a une grosse construction à chaque fois autour de ces univers, de toute façon. Parce que là, du coup, apparemment, c'est Songe d'une nuit d'été. Moi, j'avais lu, et je pense que c'est, après Les Sœurs Carmine, je pense que c'est le meilleur que j'ai lu de lui, L'âme vive, qui était aussi chez Naos, il me semble. Et je trouve qu'il se lâche, de façon générale, j'ai l'impression qu'il se lâche plus en termes de style chez Naos que chez les autres éditeurs. Parce qu'après, il a quand même fait l'école des loisirs. C'est encore un autre éditeur, j'ai oublié lequel pour les royaumes immobiles. Enfin, il tourne pas mal. Et en fait, il avait pour celui-là, c'était sur le tarot, je crois, qu'il avait vachement réfléchi. Et en termes d'alchimie aussi, enfin, il creuse vraiment ces univers avec des références en fait assez pointues finalement. Alors moi, je l'ai pas lu celui-là. J'avais lu Pax Automata, qui était un univers très steampunk. Et pareil, il était très creusé aussi. Tu sentais qu'il avait cherché sur tout ce qui est un peu début de siècle, un peu aviation et tout. Ouais. Mais après, pour le coup, j'avais trouvé le héros hyper fade. Du coup. Ouais. L'Apocalypse, c'est pas mal aussi. Bah, ouais, moi je l'ai acheté à Westurland, mais je l'ai pas lu encore. Et je crois que c'est Corandar qui avait bien aimé aussi. Ouais, il en a dit du bien. C'est pour ça que je l'ai acheté, moi. Pourtant, moi je suis pas cliente du tout des récits d'Apocalypse, mais je trouvais que ça changeait justement un petit peu d'habitude. Mais L'âme vive, il n'y a qu'un premier tome. Ah, alors on nous dit que L'âme vive n'est plus édité. Et je pense qu'il n'y aura pas de suite. Hein. A priori, si on le veut, c'est dur de le trouver. Il est difficilement trouvable, selon Jonjon. Il est dans ma bibliothèque, Jonjon. Il faut venir t'inscrire.
C'est pas loin. Mais il était chouette, ouais, mais ouais, pas de suite du coup. On peut l'acheter sur Amazon. Non. Ah oui, il dit. Ouais, il est en stock, vendu par Amazon. Ouais, bah voilà, hein, écoute. Comme quoi, les libraires de l'Ouest Hurlant, c'est mieux de leur donner de l'argent, mais Amazon, comme souvent, le méchant géant, même si on a envie d'éviter de temps en temps, on trouve plus facilement chez lui. Bah pour certaines choses, ouais. Bon, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour, non? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'on ait oublié grand chose, hein, parce qu'il est pas si long que ça non plus comme roman. Non. Non. Non, mais non. À part qu'il faut le lire et que du coup maintenant j'ai quand même un peu hâte de lire la suite. Hein, j'avoue, je pense que je vais la lire bientôt. Moi, ça me donne envie de le relire, mais essentiellement parce que j'ai oublié. Du coup. C'est une bonne raison. Hein. C'est frustrant de savoir ce qui se passe après. Alors Jean-Jean nous demande quel est notre pouvoir de maison préféré. Ah. Les sépulcres, c'est ceux qui peuvent interroger les morts, non? Ouais. Ça? Je crois qu'il y a les C'est pas mal, mais c'est un peu flippant quand même. Hein. Il y a ceux qui manipulent les ombres. Des rapiécés, mais... Les rapiécés, ça me plairait pas du tout, mais... Ah non. Sinon, sépulcres, c'est quand même assez cool. Attends, non, les sépulcres, c'est pas les vampires? Non, c'est les vermeils. Ah, c'est les vermeils, les vampires, oui, pardon. Ouais, non. Mais moi, je crois que j'aime bien quand même le concept des Géminis qui se changent d'apparence. Ah oui, aussi. C'est quand même vachement pratique. C'est pas mal. Franchement, c'est pratique. Mais est-ce qu'ils ont forcément des jumeaux? Parce que moi, c'est ça que j'ai pas compris avec l'amant de... Comment elle s'appelle déjà? Celle qui se fait massacrer pendant le thé, là, par son mari. Ah oui. Est-ce qu'ils vont forcément... Non, ils vont pas forcément par deux, parce que la servante de Cassandra, du coup... Je crois qu'elle est toute seule, elle. Ouais. Parce que là, elle disait... Ah, mais comme en plus, elle est tarte, parce qu'elle s'est pris un amant, c'est un Gémini, et du coup, elle en a deux à entretenir au lieu d'un seul. Donc ça me faisait me poser la question, mais... Alors, sur le chat, Duncan au citron, qui est fan d'escalade, pour tout vous dire, dit que, du coup, il voudrait le pouvoir de Mériver, obviously. Ah bah oui, pratique. Forcément. Mais quand même, franchement, les Géminis, c'est grave plus pratique. Ouais, c'est vrai, j'avoue, les Géminis, c'est cool, quand même. Celui des plantes, pas terrible. Bah, je sais pas, on l'a pas trop vu, D'ailleurs, il y avait ça. Alors, on l'a pas dans le tome d'avant. À la fin, c'était un des trucs où on s'était posé des questions, où on se demandait, voilà, on s'est posé des questions sur le cactus. La reine avait offert un cactus à Dolorine, et là, on sait que le cactus est toujours vivant puisque il a fait des, enfin maintenant c'est un grand cactus dans le jardin. Il y en a partout dans le jardin. Il y en a partout dans le jardin, mais du coup, on n'en sait pas plus. Donc ça aussi, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer avec ce cactus, s'il va vraiment se passer quelque chose ou pas. Ah bah, je le trouve stylé ce pouvoir, décidément. On les voit pas trop. On les voit pas trop. Hein. Bah non. Moi, j'aurais bien aimé un petit, vu qu'on les voit, on les voit dans le tome 1, un petit récap des 8 familles. En début ou en fin de roman, ça aurait été pas mal. Je croyais me souvenir qu'il y avait ça, et du coup j'ai cherché de long en large sur les tomes, et pas du tout. Non, il n'y a pas. J'ai inventé. Juste que je les avais tous lus à la suite, je pense, la première fois, du coup ça devait être très clair dans mon esprit. Oui. Bah ouais, du coup moi je suis même pas sûr de pouvoir... il est à la fin du tome 3. Ah bah ouais, mais je l'ai pas lu encore. Bah ouais, non. Mais du coup, ouais, je sais pas si j'en ai oublié, mais moi je pense quand même que le Gémini est bien pratique. Celui que je voudrais pas, franchement, être vampire, ça a l'air chiant. Et être méduse encore plus. Hein. Franchement, c'est horrible. Les gorgones, c'est trop triste. Pendant les cheveux. Non, c'est horrible ça, c'est super triste. Du coup, celui-là, il est vraiment pas cool comme pouvoir. Et puis, voir des fantômes, c'est un peu bof, quoi. Ouais, ça va être un peu flippant. Bah ouais, c'est ça. Et puis ouais, je sais pas. Si c'est pour voir Monsieur Nix... De lys, sépulcre, vermeil, forgerage. Forgerage, c'est quoi? Forgerage, c'est quoi, du coup? Une maison secrète. Tourmente, marbre, Gémini, terne. Ah oui, tourmente, c'est ceux qui font la pluie et le beau temps. Ça, à la limite, pourquoi pas?
Et donc, du coup, c'est celui de Mériver aussi. Tourmente, ouais. Ouais. C'est genre les ingénieurs qui font du métal en fusion. Julis, ils font quoi déjà du coup? Et bah, du coup, c'est eux qui font C'est les plantes. Ah voilà, pardon. C'est la reine, Aubépine d'Ulysse. Ah bah oui, Aubépine d'Ulysse. Et oui, ils ont tous des prénoms de fleurs. Oui. Oui. Genre, il y a une Marguerite à un moment aussi. Les prénoms, quand même, parlons des prénoms qui sont... des prénoms inventés qui sont quand même très cool. Ah ouais. Déjà, rien que les prénoms des 3 sœurs sont chouettes. Dramastien aussi, je trouvais ça rigolo. Dramastien, c'est drôle. Le mec qui s'appelle Drame, du coup. Ouais. Les prénoms sont très cool, ouais. Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, les noms et les prénoms. C'est bien amusé, là. Je pense qu'il s'est amusé, de toute façon, enfin, je lui souhaite. De long en large. Oh, c'est sûr. En tout cas, il nous a bien amusé, nous, aussi. Ce qui est quand oui. même, Non, c'est quand même une grande réussite. Hein. Je pense que... même si j'ai été un peu déçue par l'intrigue, je trouve quand même que c'est quand même ça un vrai... très chouette. Ouais, non, c'est trop cool. C'est vraiment un sourire sincère. C'est ça, c'est un grand sourire. Non, c'est pas un petit sourire poli, c'est un grand sourire. Voire même un sourire qui tu sais, celui qui pleure de rire là. Hein. C'est si on avait, en fait, il faudrait qu'on ait plein toute une gamme de. Voilà. On va faire toute une gamme d'émojis. Genre la machine la dernière fois, c'était celui qui pleurait toutes les larmes de son corps. Là, c'est celui qui pleure de rire. Voilà. Prochaine saison des manuscrits de Mestre Aemon, on va faire une échelle de smiley ultra compliquée. Ouais. Toujours plus. Bon, ben en attendant, je pense que du coup, on va peut-être conclure sur ça, non? Ouais. Vous laissez faire de beaux rêves avec cette jolie histoire du soir. Oui. Une belle histoire d'amour. Pleine de tendresse et de bienveillance. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci beaucoup pour votre attention. Merci au chat de nous d'avoir papoté avec nous aussi. Donc merci à Jonjon et merci à Duncan. On vous fait des gros bisous. Même si Jonjon, je suis rarement d'accord avec toi. Faut mettre un emoji chaton du coup si on a lu si on a écouté tout le. Ouais, mettez un emoji chaton sur le replay du chat sur les commentaires du replay YouTube. Comme ça, chaton on saura. Plus goutte d'eau du coup. Allez, chaton et goutte d'eau pour noyer les chatons. C'est affreux. Et vive Tristabel du coup. Ouais. La prochaine fois, donc, vous retrouvez pour parler d'une héroïne un poil moins haute en couleur. Moins charismatique quand même. Mais il y a moyen que ce soit quand même fun. Du coup, c'est le 3, on a dit. Et d'ici là, suivez la garde de nuit sur les réseaux sociaux. On fait notamment des podcasts toutes les semaines autour des autres écrits de George R.R. Martin. Ça vaut le coup d'être écouté. Surtout que, à la fin, on fait gagner des livres à chaque fois. Du coup, si vous écoutez jusqu'à la fin, vous pouvez participer à nos jeux concours. Et ça, c'est quand même bien, si vous voulez gagner des livres. Oui. Et voilà, puis sinon, sur le blog de la garde de nuit, on vous prépare 2-3 petits trucs. On a une petite interview sur le feu qui devrait arriver, je pense, courant août. Donc voilà. Et puis de toute façon, on vous tient aussi au courant de toute l'activité Game of Thrones / House of the Dragon, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et on vous fait des gros bisous. 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 Merci. Salut.